Vous écoutez l'affaire du Grêlé, épisode 2, deuxième partie. À la lumière de ces révélations, les enquêteurs repassent chaque crime au peigne fin, notamment celui de Gilles Politi et de la fille au père, Irmgard Müller. La scène Politi-Müller, ça nous démontre qu'il est sûr de lui. C'est pas quelqu'un qui a peur de ce qu'il vient de commettre et qui a l'envie de s'enfuir. Non, je crois qu'il se plaît à contempler son œuvre, entre guillemets. Ça correspond aussi au profil de ce type qui se présente toujours bien, qui démontre de l'autorité, qui s'exprime bien, mais qui n'aime pas qu'on lui résiste. Il y a une petite ombre au tableau, c'est qu'en fait, il va être évincé de la gendarmerie et de la garde républicaine. Et c'est là qu'il va partir dans la maison d'en face, ce qui n'est pas très commun, et qui va passer l'examen pour devenir gardien de la paix dans la police. François Vérov, je l'ai rencontré le premier jour d'incorporation à l'école Motoringis. Franck Jourde, ex-motard de la police nationale. On voulait devenir motocycliste de la police nationale. C'était le 14 septembre 92. Son visage, moi quand je vois sur le portrait robot du Grêlé, aucune ressemblance. Moi, le François Vérov que j'ai connu pendant mon stage avait un visage lisse, sans boutons, sans quoi que ce soit. Il avait un visage normal. François Vérov était hautain. Peut-être, eu égard à ses 5 ans passés à la garde républicaine, il avait ce souci de montrer que bon, c'était François Vérov. Voilà. Le culot qu'il avait, qui était sans limite. Un jour d'examen, quand il s'aperçoit qu'il a oublié son arme de service, il va ni plus ni moins prendre son calot, qui est assez malléable, et puis l'enfoncer dans l'étui de revolver et de faire illusion face à l'encadrement. J'imagine s'il l'avait pris à ce moment-là, ça aurait été pour lui une fin de stage. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de sang-froid. Il était assez secret, assez à la marge. En arrivant le matin au vestiaire, on le voit sortir de la douche. Donc moi je lui ai dit, mais tu prends tes douches ici? Il me dit oui, j'ai eu besoin. Même une fois il m'a dit, j'ai dormi dans ma voiture. Je lui ai dit, ah bon, tu dors dans ta voiture? C'est vrai qu'avec le recul et ce qu'on sait aujourd'hui, je me demande si ces nuitées-là n'étaient pas entre guillemets, des escapades macabres. Voilà. Ce dont on est sûr quand on regarde la chronologie, c'est qu'il s'est écoulé 7 ans entre le double meurtre de Irmgard Müller et de Monsieur Politi en 87 et l'agression de la petite fille en 94. À l'époque des faits, il vivait pas très loin de Meaux, il vivait à Longperrier en Seine-et-Marne, donc il était installé là avec sa femme et ses enfants. C'est sa zone de chasse de l'époque, où il a enlevé la petite fille dans le même secteur. Elle se souvient, elle dit, moi je suis formelle sur le fait que c'est une voiture blanche, que c'est un modèle Volvo, parce qu'elle l'a vu marqué sur la voiture. Il était assez fier de son véhicule de l'époque, oui, un Volvo 740 GL blanc. Ça a rajouté un peu à mon effroi, quoi, de me rendre compte que c'est ce véhicule-là qui a été vu et dont certaines victimes ont témoigné. En 1994, François Vérov a 32 ans. Il est policier, habite près de Meaux et conduit une Volvo blanche. Des éléments qui poussent les connaisseurs du dossier à le relier à une autre victime, Karine Leroy, jeune femme de 20 ans, assassinée dans une forêt dont le meurtre n'a été jusqu'à aujourd'hui jamais résolu. Alors Karine Leroy, c'est une jeune fille qui habite à Meaux et qui, ce jour de 94, part à l'école. Et puis on ne la revoit plus. Son cadavre est retrouvé quelques semaines plus tard, dans un assez triste état d'ailleurs, dans une forêt pas très loin de Meaux. Ce 9 juin 1994, Karine Leroy, jeune femme sans histoire, disparaît dans son quartier. De gré ou de force, elle serait montée dans un véhicule avant d'être conduite dans ce bois. C'est là que son corps est retrouvé un mois plus tard.
Elle est retrouvée ligotée sur le ventre, les mains ligotées dans le dos, des vêtements abaissés. Le corps est extrêmement dégradé, donc on ne peut pas savoir si elle a été agressée sexuellement ou violée. Corinne Herman, avocate des victimes et de leur famille. On voit des traces de strangulation, une trace de coup de couteau. Enfin, une scène de crime assez terrible, un corps qui semble particulièrement torturé. On retrouve son corps à une bonne dizaine de kilomètres de Meaux. Et il est évident tout de suite que pour se rendre à cet endroit, elle a dû être véhiculée. À l'époque, Karine Leroy, elle est à Meaux, et c'est l'époque où François Vérove habite Longperrier, en Seine-et-Marne, tout près de Meaux. Karine Leroy, c'est une jeune fille. Bon, on sait qu'il a violé plusieurs jeunes filles, donc ça peut rentrer dans la cible de Vérove. C'est l'époque aussi assez proche où il a enlevé la petite fille dans le même secteur. Donc géographiquement, ça tient la route. Après, il y a cette possibilité qu'on sait qu'à l'époque, il tourne en voiture, donc il peut très bien voir Karine Leroy seule qui va à l'école le long de la route. Hop, il l'arrête, fausse carte de police, il l'embarque et il va l'acheter quelque part. On pense que Karine Leroy aurait pu suivre un policier, effectivement. On sait qu'elle avait un petit peu de plomb dans la tête, donc elle avait 20 ans, elle n'aurait pas suivi n'importe qui. Mais un policier, elle aurait pu suivre. Ce qui est marquant, c'est notamment le fait qu'elle a été étranglée avec un fil qui a un nœud coulant et qu'il y a donc des éléments qui, dans la manière dont elle a été ligotée, dont elle a été, qui font penser fortement à François Vérove. On a demandé, puisque un certain nombre de scellés avaient été examinés, que ceci soit de nouveau vérifié pour savoir si éventuellement on pourrait retrouver la trace du grêlé sur cette scène de crime. Donc effectivement, il y a des investigations qui vont continuer sur le dossier de Karine Leroy pour essayer de voir si effectivement ça peut pas être aussi un acte commis par Vérove. Des cold cases vont-ils être résolus maintenant que le grêlé est identifié ? 28 affaires pourraient aujourd'hui lui être imputées, et nous avons retrouvé une femme qui pense malheureusement avoir croisé sa route il y a 30 ans. Alice a été victime d'un viol à l'âge de 10 ans dont on n'a jamais retrouvé l'auteur. Or, à l'époque, François Vérove habitait la même ville qu'elle. Le 28 octobre 1991, je suis avec une copine de mon âge, on a 10 ans toutes les deux. À l'époque, j'habite à Nanterre, donc on s'est dirigé vers ma tour. Et en fait, on a pris l'ascenseur. Il y avait un monsieur avec nous. Il y a 2 ascenseurs, un pair. Il fonctionnait pas, donc on a dû prendre l'ascenseur pair avec ce monsieur. On descend, j'ouvre ma porte. Et en fait, à peine j'avais fermé ma porte que ça a sonné. Et c'est le monsieur qui était avec nous dans l'ascenseur. Quand il est rentré complètement dans l'appartement, là, il a sorti son flingue. Il a dit non, en fait, je suis policier. Votre maman ou vos parents, je sais plus, a fait une bêtise. Et il nous dit, on va les attendre dans la chambre. Donc, il nous menaçait avec une arme à ce moment-là. J'ai vraiment eu peur et surtout, il nous a demandé de nous déshabiller. Et là, je me suis dit, c'est très bizarre. Donc, je lui ai demandé sa carte de police. Il m'a sorti un truc vite fait, mais j'ai pas eu le temps de voir quoi que ce soit. Il avait son pistolet, il avait sa ficelle, il avait une bombe lacrymogène. Il nous a menacés aussi avec. Il m'a ligoté les mains. Et il a mis une chaussette dans la bouche de la jeune fille avec qui j'étais, et bien enfoncé. C'était pour pas qu'on entende son cri, quoi. Il a violé cette jeune fille en me forçant à regarder. J'ai cru que j'allais mourir, qu'il allait nous tuer, puisqu'on voyait son visage. Enfin, je me suis dit,
Moi, il m'a forcé à lui faire une fellation et il est sorti de la pièce pour faire le tour de l'appartement. Ça a duré toute l'après-midi. Je sais qu'il avait trouvé l'appareil photo. Il a pris des photos de nos sexes. Et il est parti avec la pellicule en laissant l'appareil photo. La police est venue pour faire des relevés d'empreintes, pour prendre les preuves matérielles. Il y avait son sperme sur le drap, il y avait des empreintes sur l'appareil photo. C'est vrai que cette histoire-là, jamais personne n'est revenu vers nous. Jamais. J'ai jamais plus entendu parler de la police. Je connaissais l'affaire du grêlé, le fait qu'il se fasse passer pour un flic, qu'il sorte une arme. Il y a des choses qui font écho à mon affaire. Il s'est pris à beaucoup de jeunes filles quand même, et qui avaient notre âge. Hein. Il était grand, il était imposant, brun. Sa carrure correspond. Le signalement physique quand même ressemble bien. Hein. Annie Podot, ex-inspecteur brigade de protection des mineurs de Paris. Et surtout l'attitude, quoi. Il est sûr de lui et il passe du temps, il a tout son temps. C'est quand même très étonnant. C'est vraiment pas quelque chose d'ordinaire, ouais, c'est sûr. Parce qu'en général, quand ils ont violé, ils s'en vont vite. Ouais. C'était quelqu'un qui avait même pas peur que les gens de la famille rentrent dans la maison. Quand on y pense, c'est tout puissant, sûr de lui, quoi. C'était un vrai prédateur. Le fait de les ligoter aussi, de les attacher, ça fait partie de son rituel. Est-ce qu'une enfant de 8 ans, 10 ans, c'est quand même facile je pense, à maîtriser, quoi. Donc, pour moi, c'est dans le rituel, oui. Donc voilà, s'il travaillait à Nanterre, c'est que du coup, il n'était pas très loin de chez moi non plus. Donc forcément, il y a matière à réfléchir et peut-être à faire des liens. Quand je vois le déroulement avec la petite Cécile Bloch, je me dis, tiens, c'est bizarre, un ascenseur qui ne fonctionne pas, comme dans mon affaire, effectivement. Quand je vois ce témoignage, tout le scénario correspond à ce que nous disent certaines victimes qui sont vivantes, qui ont été agressées à leur domicile, mais ça doit être vérifié. Il faut ressortir le dossier, c'est indispensable. Maintenant, je vais essayer quand même d'écrire au procureur pour voir ce qu'il en est, pour voir s'il y a un rapprochement possible ou pas, mais où en est mon affaire en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que si c'est le grêlé, j'aimerais le savoir. Combien y a-t-il d'affaires non résolues dans lesquelles le grêlé pourrait être impliqué ? Dans sa lettre laissée avant de se suicider, François Vérove indique qu'il n'a plus commis de crime après 1997. Mais faut-il croire un criminel en série ? Ce qui est un peu gênant, et ce qui met tout le monde un peu mal à l'aise et qui pose beaucoup de questions, c'est que le dernier fait attribué au grêlé, c'est 1994. C'est l'enlèvement de la petite du côté de Meaux. Après, on n'a plus de traces du grêlé. Donc, pourquoi il dit 97 ? Qu'est-ce qui s'est passé entre 94 et 97 ? C'est la vraie question que se posent en ce moment les enquêteurs. C'est vrai qu'ils sont en train de remonter un certain nombre de dossiers non résolus de cette période, en se disant peut-être finalement il a commis des actes entre 94 et 97. Après, l'autre question, c'est pourquoi en 97 il s'arrête ? J'ai pris mes fonctions de représentant pour le syndicat Alliance en 1995 et c'est à cette occasion que j'ai rencontré François Vérove puisque lui-même était délégué local chez les motards des Hauts-de-Seine. Il était à Nanterre. Denis Jacob, ex-responsable syndicat Alliance. Ça m'a fait tilt, puisque c'est la période où il a été en souffrance psychologique. Parce que quand vous avez quelqu'un qui arrive dans votre bureau, qui est complètement livide, les traits tirés et qui est très énervé, et que dans l'énervement, il en arrive à s'exprimer jusqu'au point d'avoir de l'écume au bord des lèvres, vous voyez que les mains tremblantes, vous voyez que ce garçon a besoin d'être aidé et être pris en charge parce qu'il est vraiment pas bien.
Et lui-même nous avait dit qu'il était sous traitement antidépresseur, il a été arrêté de nombreux mois, à tel point qu'il a fallu qu'il quitte le service de motard, et humainement, il l'a très mal vécu. Il a demandé notre aide pour avoir une affectation au commissariat d'Asnières. Mais en tous les cas, il y a une drôle de coïncidence entre la période où moi je l'ai connu en souffrance et la date qu'il indique dans son courrier. Alors il explique qu'il a été suivi, qu'il a vu un psy et qu'il s'est arrêté, ses pulsions sont arrêtées. Il a trouvé le médicament miracle, qu'est-ce qui s'est passé dans son cerveau? Parce que c'est pas possible d'un seul coup de dire j'arrête, c'est fini, c'est un cas pour la science. Hein. Écoutez, ce serait la première fois dans le monde qu'on aurait un tueur en série qui a été soigné. Corinne Herman, avocate des victimes et de leurs familles. On a l'habitude de dire dans le métier qu'un tueur en série qui sort de prison va récidiver quand bien même il a été pris en charge par des psys ou des psychiatres, que c'est des pulsions tellement fortes. J'ai du mal à penser que quelqu'un puisse être totalement soigné. Je ne le crois pas en tout cas. Donc il y a dans ce parcours criminel quelque chose qu'on ne comprend pas. Il y a un travail d'enquête, de vérifier où se trouvait François Vérove, de vérifier ce qu'il a pu faire, de vérifier ses domiciles, de vérifier avec sa famille, ses proches, les moments où il n'était pas là. D'être capable de mettre une date, peut-être avec c'est de la téléphonie, les cartes bleues, les comptes bancaires, pour pouvoir dire à ce moment-là, il était là, il y a un crime qui a été commis. La question d'éventuelle complicité, la question de gens qui auraient su et qui n'auraient pas dénoncé, est une question absolument essentielle. Même si on a arrêté, comme il dit, en 97, mais comment on fait pour vivre? Jean-Claude Dissès, ami et ancien avocat de Jean-Pierre Bloch. Comment on peut être un bon père, un bon élu, un bon flic, un bon voisin, un bon... Et quoi cet homme? Et ses pulsions, il les a fait. Il pouvait pas les faire soigner avant, et il pouvait pas aller se dénoncer pour peut-être soulager les familles de ses victimes et prendre ses responsabilités aussi à cet égard. Non? Ce personnage aura vécu toute sa vie paisible, en toute impunité. Donc ça, c'est quand même assez insupportable. L'idée que ce type a échappé à ses responsabilités et à la justice en se donnant la mort, elle est insupportable. L'issue là, elle est insupportable. À titre posthume pour Jean-Pierre, que ce type puisse lui échapper par le biais de la mort. C'est une deuxième offense à Cécile. Luc Richard, demi-frère de Cécile Bloch. Pour moi, ce suicide n'est pas une punition. C'est une fuite, c'est une libération. Il a réussi. Je qualifiais ça d'un pied de nez supplémentaire qu'il adresse à la police, à la justice, aux victimes. C'est le pire, la pire situation, le pire dénouement de l'affaire à laquelle je pouvais m'attendre. C'est une sorte de volonté de ne pas rendre des comptes, de ne pas vraiment s'excuser, de ne pas vraiment être face à ses victimes. Donc c'est une ultime lâcheté. Et la juge Turquet m'a rendu une petite boîte blanche qui contenait les scellés retrouvés sur la scène de crime de Cécile. Donc les baskets de Cécile, sa montre cassée, une paire de lunettes et deux crayons. C'est un grand choc. Évidemment que je me retrouvais avec Cécile, je me retrouvais avec des objets qui quelque part ont vu les choses. Ce que je regrette, c'est que Cécile n'a pas eu justice. J'espérais un procès, j'espérais une confrontation pour comprendre les circonstances de l'agression de Cécile. Et bon, je n'aurais pas ces réponses. Et j'espérais surtout qu'il soit puni, tout simplement. Le suicide de François Vérove, s'il a permis de mettre un nom sur l'homme au visage grêlé, a surtout représenté pour les familles des victimes un ultime coup de poignard. Il laisse en suspens des dizaines de questions et d'affaires non résolues, qui risquent de le rester à jamais. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête.
Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Un épisode écrit et réalisé par Jean-Pierre Vergès. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Joanna Lalonde. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.